BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Bonjour à toutes et à tous, bon week-end, merci d'avoir choisi BFM Business et merci d'avoir choisi aussi la chaîne YouTube de Tech & Co pour retrouver De quoi je mêle, vous savez, votre rendez-vous du week-end dès le vendredi midi, podcast audio et puis sur la chaîne YouTube de Tech & Co et le vendredi, samedi, dimanche, vous le savez, sur BFM Business Radio Télé. Très heureux de vous retrouver. Vous l'avez remarqué, nous ne sommes pas dans notre plateau habituel, nous sommes ici à Vivatech, le grand rendez-vous de la tech à Paris, porte de Versailles. Nous y étions tout au long de cette semaine et il nous semblait tout à fait naturel de vous accompagner pour De quoi je me mêle. Avec tout à l'heure justement la directrice générale d'Essilor Luxottica qui sera avec nous. Essilor Luxottica, ce sont entre autres les lunettes connectées Ray-Ban, mais pas que. C'est aussi des lunettes nuances qui permettent aux personnes malentendantes de mieux entendre sans que ça se voit. Eh bien, on parlera justement de cette folie des lunettes connectées avec notre invité tout à l'heure. Je vous rappelle le hashtag DQJMM si vous voulez nous joindre, bien évidemment, et réagir à cette émission. C'est parti pour De quoi je me mêle depuis Vivatech. Merci d'être là. Et pour débuter, bien sûr, le club de la presse IT avec, à ma gauche, quel plaisir de le retrouver, Olivier Frigara. Salut Olivier. Salut François. Le podcast On refait le Mac, on refait la F1, on refait Vivatech aussi. En quotidienne, on refait Vivatech, tous les jours sur Vivatech. Et oui, c'est là, tu as ton petit studio pas loin. Oui, on a installé le studio sur le stand du village Baïséa. Donc si vous venez, le grand public, le samedi, vous pourrez assister à On refait Vivatech et On refait le Mac. Waouh, Voilà. trop bien. Ah oui, tu tournes aussi On refait le Mac ici, très bien. Alors tu as eu le temps quand même aussi de te balader dans j'imagine, les allées de ce salon. Tu vas nous donner ton premier sentiment. Et puis, j'ai le plaisir d'accueillir Damien Licata Caruso. Salut Damien. Salut. Journaliste au Parisien. Et bien Parisien sûr. aujourd'hui en France, tout à fait. Aujourd'hui en France. Partenaire en quelque sorte. Partenaire co-organisateur avec le groupe Les de Échos, le Vivatech. Parisien de Vivatech. Formidable, merci d'être là. On va commenter l'actualité aussi, à la fois de Vivatech avec toi, mais aussi, messieurs, si vous êtes avec nous, pour parler de l'événement tech de la semaine. C'est quand même la WWDC. Quel événement. Olivier, tu as dans ton ADN, ton sang coule Apple. Oui, mon sang est de Cupertino. Donc voilà, Ton sang est de voilà. Cupertino. J'imagine évidemment que tu as fait vivre ce rendez-vous en direct sur ta chaîne. Eh bien, on va en parler. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette WWDC? Ce sera dans cette deuxième partie. Mais pour débuter donc, Vivatech, Damien, peut-être commencer par toi. On en est, pour tout vous dire, au deuxième jour ici. Comment tu trouves cette édition 2025 de Vivatech, 9e édition? La 9e édition exactement. Et écoute, au bout du deuxième jour, j'ai commencé à faire un peu une petite visite des points chauds de Vivatech. Et je suis assez enthousiaste. Jean-Paul, tous les points chauds où on mange. Les points c'est ça. chauds, effectivement. Bien Ouais. sûr. On mange plus ou moins bien, mais bon, on n'est Ouais. pas venu là pour ça. C'est pas- On est venu là pour voir essentiellement des robots. Et c'est vrai que là, pour le coup, on a été servi. Moi, je trouve que les robots sont en meilleure forme cette année. Si on compare Vivatech, c'est toujours un peu casse-gueule de le faire, mais avec le CES de Las Vegas, je trouve qu'on a des robots qui sont en meilleur état, en meilleure forme, plus agiles, plus intelligents. On sent qu'il y a vraiment l'IA générative qui est rentrée dans les robots. On ne se retrouve pas à avoir que des robots chiens qui font des saltos, on trouve des robots plus intelligents. Moi, je trouve que ça vaut vraiment le coup cette année de venir les voir en action et de découvrir cette nouvelle génération de robots. Alors, c'est pas que l'air parisien, c'est-à-dire que entre le CES et Vivatech, tu trouves qu'il y a eu malgré tout une intégration de l'IA En 6 mois, générative là, on est à mi-saison de la robotique, on va dire, mais là, je trouve qu'il y a quand même une intégration de l'IA générative et de l'IA en général qui fait que les robots sont beaucoup plus efficaces dans leurs mouvements, on les trouve un peu moins maladroits. Et moi, j'aime tu as beaucoup. des exemples à nous donner Il y par a exemple la start-up qui attire les foules, c'est évidemment les Chinois d'Unitri, Ah qui là viennent là. avec leurs robots qui boxent. Voilà, on les a vus, ils avaient fait des démos qui avaient bien cartonné sur YouTube. Là, vous allez pouvoir les voir en action. Ils font pas du kung-fu aussi, je crois, sur des vidéos. ils font du MMA, donc de la boxe notamment. Pourquoi pas, mais au moins ça montre leur dextérité, ça montre leur capacité à faire des mouvements à différents degrés, ce qui était un peu la limite actuelle des robots. Mais du coup, si on se projette un peu, on peut imaginer que ce robot-là, il sera capable de débarrasser votre table, de faire le ménage chez vous dans quelques années. Et ça, c'est plutôt rassurant. Formidable. Et vous savez que ce robot va être distribué en France par Innovate. Et d'ailleurs, j'en parlais dans Tech & Co, c'était mercredi avec Stéphane Bobot, qui est le patron de Innovate, et qui se charge de distribuer les robots Unitri en France.
Vous savez combien ça coûte un robot Unitree? C'est la question que j'allais te poser justement. 16 000 $, monsieur. Ouais, donc c'est pas que du B2B en clair, ça commence à venir. Alors, ils Ça reste expliquent, très cher encore, mais ils expliquaient que pour l'instant, ça allait rester dans le B2B parce qu'il y avait encore, en gros, le squelette et la motricité, ça fonctionne, mais il faut lui créer le cerveau et l'IA générative. Et ça va prendre un peu de temps quand même. On peut imaginer qu'on mette un logiciel pour lui faire des tâches en particulier, mais on peut aussi imaginer un système de location où je le prends au mois, à l'année et je l'emmène chez moi. Et puis on a vu celui de Tesla qui est sur le stand de Tesla. Alors il n'est pas actif, c'est juste une démo à travers une. Enfin, il ne bouge pas. Il est derrière une jolie vitrine en glace, en verre. Il est plutôt sympa, très design. On a hâte de le voir en vrai. On avait vu les démos l'année dernière qui avaient fait pas mal gosser parce qu'on ne savait pas si c'était vraiment un vrai robot, s'il y avait des gens qui le manipulaient à distance, qu'il était tellement intelligent et tellement habile de ses mains qu'on pouvait se poser des questions. Mais on sent bien que c'est une tendance. Tous les géants de la tech aux États-Unis s'y préparent. Il y a des rumeurs aussi chez Apple qui travaillent sur ce sujet des robots. Et c'est bien qu'on voit qu'au niveau européen, on s'y prépare également. Plein de petites startups françaises. Et également, c'est une grande tendance de la tech, de Vivatech cette année. C'est tout ce qui est autour de la défense. On voit beaucoup de drones et de robots dans ce domaine. C'est vrai, c'est vrai. Le contexte géopolitique aidant, on va dire, bien sûr. Je ne sais pas si vous avez suivi cette news concernant Renault qui pourrait fabriquer des drones, en fait, pour des le drones conflit en Ukraine, exactement. Différents types de drones, mais forcément, ils vont mettre à profit leur savoir-faire industriel pour créer des chaînes de montage, pour faire de la grosse production. Les Ukrainiens, je pense, sauraient le faire par eux-mêmes, mais ça va être gagnant-gagnant parce que Renault va avoir une expertise nouvelle et ils vont pouvoir créer des choses sur place. Et ensuite, après, on va peut-être même pouvoir importer l'industrie ukrainienne. Renault qui va même fabriquer les robots exosquelettes de Wondercraft. Je ne sais pas si vous avez suivi ça aussi. Il y a un beau partenariat, effectivement. Wondercraft qui était dans le secteur médical, pour permettre à des personnes qui sont malheureusement paralysées et qui sont coincées dans un fauteuil roulant de pouvoir retrouver la station debout. Et la marche, là en l'occurrence, on a une application pour monsieur et madame tout le monde. Ça montre que c'est une autre tendance de Vivatech, la santé. Ça concerne tout le monde, même les avancées les plus dans des niches de marché très particulières. Elles profitent à tous. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres petits coups de cœur concernant ce Vivatech? Il faut quand même souligner le succès chaque année. J'allais dire populaire, mais on est le samedi est une journée grand public, mais les premières journées sont des journées professionnelles. Moi, je suis à la fois ébahi chaque année de voir de plus en plus de monde. Je me souviens qu'en tant que journaliste tech, on me disait depuis des années que les salons s'étaient terminés, over. Surtout après le Covid. Rentrez chez vous. Ça fait doublement plaisir et ça montre qu'il y a une vraie appétence pour la tech. En Europe et en France en particulier. Alors si tu écoutes Maurice Lévy, c'est le plus gros salon de la tech au monde devant le CES. Bon, on va regarder les chiffres. Il y a débat. Il y a débat, mais ça fait vraiment plaisir de voir une telle appétence et ça fait plaisir de se dire, c'est simple, quand on a des rendez-vous, on veut passer d'un stand à l'autre, il faut compter un bon quart d'heure. C'est dingue. Et puis aussi quand même du beau monde sur scène, parce que Vivatech, évidemment, c'est le salon avec des stands, etc. Mais il y a pas mal de keynotes très intéressantes. Fujissimo, par exemple, alors qu'il n'était pas là physiquement, mais c'est mon camarade Anthony Morel qui l'a interviewé. Fujissimo, qui est la nouvelle patronne, c'est la numéro 2 d'OpenAI quand même. Elle va prendre ses fonctions cet été, mais elle porte déjà le poids et la responsabilité d'OpenAI, effectivement. Elle est toujours patronne d'Instacart, Tout à fait. Elle quitte la boîte normalement en juillet, donc on aura peut-être l'occasion de lui parler plus tard quand elle aura pris sa nouvelle casquette, mais c'est vrai. Pour en revenir sur le salon, on se plaint souvent en Europe qu'il n'y ait pas forcément d'attractivité, qu'il n'y ait pas forcément un élan et un dynamisme. Et un salon comme ça y contribue. On arrive à attirer des gens du monde entier qui viennent voir des speakers de qualité. C'est pas uniquement parce que le Parisien l'organise, mais je trouve qu'il quand même, ça manquait forcément. Là, on a la 9e édition, ça a trouvé son rythme de croisière. On arrive à avoir des vraies keynotes qui ont absolument rien à envier à des keynotes de grosses boîtes et certaines grosses boîtes même se réservent toute l'année pour venir à Vivatech et faire un événement à part. Et puis bien sûr, Jensen Huang qui est monté sur scène, qui a annoncé énormément de partenariats européens, montée en puissance de l'IA européenne. Avec Mistral notamment. En point d'orgue Mistral, avec le Mistral Compute, qui a compris un peu ce que c'était. Tu as suivi un petit peu, Damien? En gros, Jensen Huang est très porté sur la souveraineté, qui est aussi un des thèmes de Vivatech.
Et il va donner les capacités de calcul à des boîtes conséquentes comme Mistral qui veulent peser dans le débat mondial sur l'IA pour leur donner des capacités souveraines, leur donner des serveurs pour faire fonctionner leur IA et pour qu'ensuite après, en fait, Mistral finalement va jouer les intermédiaires pour la technologie Nvidia auprès du grand public et des entreprises européennes. Olivier. Souveraineté, c'est vraiment la thématique forte de ce salon. Il y a une prise de conscience enfin qu'il fallait bien sûr des outils de calcul puissants pour l'IA, mais aussi tout simplement des zones d'hébergement localisées en Europe pour le cloud. On croise encore plein de boîtes aujourd'hui qui n'ont pas de solution de cloud du tout, ou ils sont encore 100% leurs données hébergées aux États-Unis. C'est qui, vu le contexte géopolitique, peut présenter certains problèmes. Oui. Donc il y a une vraie prise de conscience de ça et c'est heureux de faire en sorte qu'on ait aujourd'hui les moyens de stocker les datas en Europe et en France en particulier. Voilà, avec donc ce grand data center en quelque sorte qui sera construit par Nvidia et Mistral, qui ouvrira dans la région parisienne, je crois. Je crois que c'est dans l'Essonne, il me semble. 18 000 cartes, je crois. 18 000 Blackwell, oui. C'est incroyable. Ça va être énorme, effectivement. Mais aussi, je pense que c'est un moyen d'anticiper la législation européenne qui, à un moment, va forcer les boîtes à se recentrer sur l'Europe, d'avoir des technologies européennes et souveraines. Et du coup, ils auront déjà les infrastructures pour passer aux étapes suivantes. Mais tu l'as vu avec les annonces de Google il y a 15 jours, ou même les annonces d'Apple cette semaine, il y a beaucoup de fonctions d'IA qui ne sont pas disponibles en Europe parce qu'il faut il faut passer par le tamis de l'Union européenne en matière de régulation. Le fait de s'implanter et d'être une entreprise européenne représente quelque part un avantage pour ces entreprises parce qu'elles connaissent le tissu législatif et peuvent donc lancer plus rapidement des produits en Europe que les big tech. Donc c'est presque un avantage aujourd'hui, mais il fallait avoir cette infrastructure cloud et cette infrastructure de calcul. Les règles peut-être de l'extérieur ont l'air contraignantes, mais elles ont le mérite d'exister. Au moins les gens connaissent le cahier des charges, ils savent à quoi s'adresser, ils savent très bien exactement ce qu'il faut faire pour rentrer dans les normes européennes. Au moins c'est très clair, aux États-Unis ça reste une terre d'IA, mais c'est assez fouillis pour l'instant, on ne sait pas trop vers quoi on va, donc là au moins il y a un cadre, les gens le respectent. Apple a un peu du mal à s'y conformer, on va dire. C'est peut-être pour ça qu'on n'aura pas toutes les fonctionnalités IA, qu'elles arriveront étape par étape avec peut-être un décalage de 6 mois comme ça a été le cas pour Apple Intelligence. Mais au moins, les gens sont au courant que ça se passe comme ça chez nous et à un moment, il faut aussi fixer des règles. C'est la même chose chez Google avec les annonces de Google I.O. Il y a beaucoup de fonctionnalités qui n'arriveront pas tout de suite. On va parler de la WWDC dans quelques instants, mais pour terminer sur Vivatech, donc le président Emmanuel Macron qui est monté sur scène, Arthur Mensch, Jensen Huang. À noter que j'ai eu l'honneur de pouvoir rencontrer Jensen Huang et faire une interview exclusive. On est d'accord que c'est la star de la tech du moment. Voilà. C'est la grosse star. C'est une des plus grosses capitalisations boursières. Le roi d'IA, 3500 milliards de capitalisation boursière. C'est le roi d'IA. Il m'a accordé 15 minutes d'interview que vous pouvez retrouver en replay dans Tech & Co. C'était le Tech & Co de jeudi dernier. Et d'ailleurs, dans notre petit module bonus, je vous raconterai un petit peu les dessous de cette interview. Comment ça se passe en fait, une interview de Jensen Huang? On vous racontera ça dans le petit module bonus de quoi je me mêle. Tu as énormément de chance parce que nous on n'a pas eu le droit, on a fait la demande et effectivement ça a été une exclusivité BFM Business, donc bravo. Exactement. C'est un chef d'État le garçon aujourd'hui, quasiment. Mais c'est même plus puissant je pense que certains chefs d'État aujourd'hui. C'est incroyable. Donc interview retrouvée sur BFM Business dans Tech & Co, c'était jeudi dernier. On a terminé Vivatech, on s'attaque direction Cupertino, là on prend notre avion direct. Hyperloop. Et on arrive à Cupertino. C'était lundi dernier. Apple donc donnait le coup d'envoi de la WWDC 2025. Une WWDC très scrutée dans un contexte particulier où Apple se fait distancer par l'IA, c'est plus un secret. Et finalement, essaie de trouver une parade. En fait, fait un pas de deux, je trouve, mais après vous allez me raconter un petit peu votre point de vue. En parlant un peu d'IA, mais pas beaucoup finalement. Pas de nouvelles du Siri nouvelle génération. Ça sera peut-être à un autre moment. Mais vraiment mettre le focus sur, en fait, l'OS. Et ça hier, c'est intéressant, Olivier. On va passer de iOS 19 à iOS 26. On gagne 7 ans d'un coup. C'est pas con finalement. Non mais déjà ça sera plus logique. Oui. On est d'accord. Une cohérence d'abord en termes de... Le problème c'est que effectivement entre l'Apple de Steve Jobs et l'Apple de Tim Cook, il y a plein de plateformes qui se sont développées.
chacun a un rythme différent entre l'Apple Watch, tvOS, iPadOS, j'en oublie, macOS bien sûr et iOS. Et il fallait une relative uniformité. Donc maintenant, tous les devices et tout le système d'exploitation ont la même numérotation en fonction de l'année. Ça me rappelle une grande marque du côté de chez Redmond. Comme quoi, les bonnes idées viennent de partout. Et donc, ce sera iOS 26, iPadOS 26, WatchOS 26 et ainsi de suite. Alors, Damien, d'après ce que j'ai compris, cet iOS est hyper important parce que c'est le début d'une nouvelle étape chez Apple. Après, tu compléteras, Olivier. En ligne de mire 2027. Qu'est-ce qui se passe en 2027 ? 2027, normalement, on a un changement de génération d'iPhone. On va rentrer dans le futur de l'iPhone. On va sûrement aller vers du pliant. On va vraiment changer. Et ce sera les 20 ans surtout de l'iPhone. Et voilà. Donc voilà, il faudra vraiment un gros changement de génération. Et il faut qu'il s'accompagne d'un point de vue logiciel avec quelque chose aussi de révolutionnaire. Est-ce que tu es d'accord avec cette vision des choses ? Est-ce qu'il prépare le terrain pour iOS qui sera donc iOS l'année 28 prochaine, iOS 27. 28, puisque 2027, ça sera dans 2 ans. Ah oui, iOS 28, oui. Alors, on a iOS 26 en 25, oui c'est ça. Non, iOS 27 l'année prochaine, non, c'est bien ça. Ouais, mais c'est iOS 27. Là, tu vas avoir iOS 26 en septembre. Ouais. Oui, parce que ça sera 2026, c'est ça. Voilà. Donc ça sera iOS 27, tu as raison. Bon, peu importe, mais c'est vrai. Je ne sais pas s'ils ont un objectif, un rythme, une roadmap qui est établie, qu'ils ne veulent pas accélérer, mais je pense qu'effectivement qu'ils font contre mauvaise fortune bon cœur. Ils ont un retard évident, tu l'as dit en préambule, en matière d'intelligence artificielle générative, et surtout quelle est la vitrine de l'intelligence artificielle chez OpenAI et chez Google, c'est ChatGPT et c'est Gemini. Et si tu mets Siri en face, c'est juste pas possible. Non seulement ça marche pas bien, mais en plus ça régresse d'année en année. C'est une catastrophe. Voilà. Bon, faut pas le dire, mais on le dit quand même. Bon. C'est vrai que ça devient vraiment une tâche, hein, ouais. Siri. Et l'année dernière, ils avaient beaucoup promis autour de cet assistant vocal intelligent. Ils avaient fait des démos qui étaient... alors, c'était pas des démos, hein, c'était un petit film où ils expliquaient que voilà, j'ai ma maman qui va arriver ce soir à l'aéroport de San Francisco, à quelle heure je devrais partir, et il y avait la réponse hyper fluide façon OpenAI 15 jours avant, mais sauf qu'à OpenAI c'était en direct. Hein. Là, c'était une vidéo tournée, on s'est dit bon, et ça va arriver, vous allez voir cet hiver. Évidemment, ça n'est pas arrivé. Non. Apple jure la main sur le cœur que c'était pas juste de la pure fiction, puisque Craig Federighi, le papa d'iOS, c'est le patron maintenant d'Apple Intelligence, parce que ça y est, il y a enfin un patron. Parce que jusqu'à maintenant, il n'y en avait pas. C'est peut-être pour ça que ça n'avançait pas. Mais passons, on en reviendra si tu veux sur ce sujet. Jure la main sur le cœur qu'effectivement, il y avait bien un projet, mais qu'il n'était pas au standard de qualité d'Apple, et donc s'il n'est pas au standard de qualité d'Apple, on ne le sort pas. Mais ça, ils auraient pu s'en rendre compte lors de la WWDC l'année dernière. Capitalisation boursière, une boîte qui a systématiquement anticipé tous les virages technologiques majeurs de ces 20 dernières années, les a même anticipés et les a sortis au bon moment. C'est ça qui est la force d'Apple. C'est pas se dire on est les premiers, c'est le bon moment de les lancer. Là, ils se sont loupés et ça fait tâche, c'est évident. Oui, malheureusement, ils ont même Apple Intelligence, c'est arrivé par petites touches. Bon, on a eu le décalage en Europe évidemment, mais ils ont toujours pas rattrapé ce retard-là. Bon, c'est vrai que Siri, je comprends pas qu'il n'y ait pas des têtes chez Apple qui commencent à rouler, parce qu'à un moment, le projet... Il y en a quelques-unes qui ont déjà... à un moment, le niveau d'investissement... Qui a sauté, l'ancien patron de la recherche de Google qui était passé chez Apple, il n'est plus en charge de Siri, ça y est. Ce qui est logique, quand on les sanctionne à un moment, malheureusement, comme tu disais, Apple a toujours ressenti vraiment les changements profonds qui pouvaient se passer dans la tech, et pour le coup, celui-là, ils se sont quand même bien vautrés. Et surtout, ils sont incapables d'habitude, ils ont une logique de racheter des boîtes, d'intégrer les fonctionnalités qu'ils ont rachetées, le logiciel. Et là, pour l'instant, on n'arrive pas à avoir la traduction de ça. C'est dommage. Olivier, qu'est-ce qui t'a marqué durant cette WWDC ? Alors, ils sont revenus aux fondamentaux, et moi, ça me fait plutôt plaisir, parce que les fondamentaux chez Apple, c'est quoi ? C'est le design et c'est les interfaces. La simplicité d'usage. Donc là, on a la plus importante refonte en matière d'interface qu'a connu le monde Apple depuis iOS 7 il y a près d'une dizaine d'années, avec l'arrivée d'iOS 26 et sa déclinaison, et l'arrivée d'une nouvelle interface avec beaucoup d'effets de transparence et de verre, liquid glass, si je ne me trompe pas. Qui essaye vraiment de réinventer un petit peu, de donner un petit coup de fraîcheur. C'est vrai que ces dernières années aussi, iOS avait une vraie
avant sur Android en termes d'interface, mais le fossé s'était quand même rétréci énormément ces dernières années. Android a fait énormément de progrès en matière d'interface. Et là, c'est vrai que c'est assez différent. C'est pas sans poser de problème, parce que qui dit transparence dit problème de lisibilité, mais ça reste des bêtas. Donc il ne faut pas s'enflammer, il faut laisser quand même à Apple le temps de travailler, puisque la version finale ne sera disponible qu'au mois de septembre. La bêta est disponible depuis quelques jours et la bêta publique sera disponible en juillet, n'importe qui pourra l'essayer. Bref, moi ça me fait plutôt plaisir parce qu'on revient un petit peu à l'origine d'Apple. Je ne sais pas si vous vous souvenez, tu es trop jeune toi Damien, mais François, malheureusement toi et moi on n'allait pas. Lorsque Steve est revenu... Malheureusement, c'est la vie, c'est comme ça. C'est la vie. Non, lorsque Steve... la jeunesse éternelle est à portée de main. Oui. C'est vrai. Il y travaille ici à Vivatech. C'est Elon Musk qui dit ça, on va le croire. Ouais. Je n'ai pas envie de trop ressembler à Elon Musk. Bon bref, passons. C'est vrai qu'en ce moment c'est un peu chaud. Quand Steve Jobs est revenu au sein d'Apple, il y avait deux projets. C'était l'arrivée de macOS 10 et la première interface de macOS 10, ça s'appelait Aqua. Et c'était déjà de la transparence. Alors c'était parfois un peu brouillon comme aujourd'hui, mais moi j'adorais cette interface et ça me plaît parce que j'étais un peu frustré ces derniers temps, notamment sur Mac, parce que cette interface, le Wicked Glass arrive sur tous les supports et sur le Mac également, de retrouver un petit peu de fantaisie, un peu de créativité, à condition bien sûr que ça ne nuit pas à la lisibilité et l'ergonomie. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a des gens à la maison qui ont déjà téléchargé la version bêta d'iOS 26, mais je l'ai vu sur le téléphone de quelqu'un. Effectivement, ça donne une impression de surbrillance, et à un moment je lui ai dit mais il n'y a pas un problème de luminosité. Je pensais qu'il était à fond. Il était à fond effectivement, et ça faisait comme une espèce de filtre transparent sur les applications. Il y avait encore beaucoup de bugs, ce qui est logique, c'est une bêta effectivement, mais je trouvais que le rendu n'était pas encore bien au point. Oui, c'est une bêta, mais on était plutôt dans le mode immobilisme ou incrémental chez Apple d'année en année. Là, on a une vraie refonte du design des interfaces. Je pense qu'ils ont décidé d'accélérer. L'IA, je pense qu'ils y travaillent vraiment, parce que là, quand même, pour que l'année prochaine, je pense que l'IA, ils vont y aller de manière incrémentale. Au fur et à mesure des mois qui vont s'écouler, on va voir arriver des nouvelles fonctionnalités. Il y en a des fonctionnalités en matière d'IA, mais elles sont moins spectaculaires qu'un Siri 2.0. Est-ce que tu es d'accord avec ce que disait Damien sur le fait qu'il prépare le terrain des 20 ans de l'iPhone, et que l'interface, en tout cas les modifications, on va dire, esthétiques de l'OS, sont en train de créer, de tracer le chemin d'un nouvel iPhone, d'un nouvel hardware qui pourra arriver donc dans 2 ans. On parlait d'Aqua tout à l'heure dans macOS 10, c'était de la transparence des effets translucides, parce qu'à l'époque, chez Apple, il y avait déjà les iMac translucides, les Power Mac translucides, donc c'était une vraie complémentarité, une vraie cohérence de design entre l'interface et le matériel. Donc oui, je pense que Damien a raison et qu'on devrait avoir avec l'iPhone, on verra des prochaines générations, un iPhone peut-être totalement en vert, on va voir. Est-ce que ça veut dire que l'iPhone va changer aussi de nomenclature? Est-ce qu'on peut imaginer que, enfin je sais pas moi, un iPhone 26 et iOS 26, ça aurait du sens? Tu vois ce que je veux dire? Ça aurait du sens aussi. Que tu as un iPhone qui sorte, qui a un rapport avec le millésime. Oui. Comme un Samsung finalement en fait. Exactement. Voilà, tout simplement. Non, moi j'attendrais plutôt Apple sur un peu plus d'innovation en matière hardware sur l'iPhone. Qu'est-ce qu'on attend là pour septembre? Il n'y aura pas, à part l'iPhone 17R, tu sais, la version allégée de l'iPhone. Ça c'est acté, c'est réglé, ça sera là? On a vu que tous les leakers en parlent depuis des mois. On a vu qu'il y a déjà des maquettes et qui circulent sous le manteau en Chine pour permettre aux accessoiristes de préparer des coques et autres matériels. Samsung a sorti son modèle équivalent. Ils ont même anticipé en sortant avant une version Edge qui sera moins fine que celle d'Apple. Autant d'indices qui font qu'il y a quelque chose qui se trame. Mais effectivement, moi j'attendrais plutôt Apple sur les écrans pliables. Cette année? Pas cette année, mais moi je les attends là-dessus. Est-ce que ça va être sur l'iPhone? Est-ce que ça va être sur l'iPad? Je pense plutôt pour l'iPad. Mais moi j'adorerais avoir un iPhone que je puisse plier en deux et mettre dans ma poche. On lance les paris les amis, moi je le dis dans Tech & Co, je pense qu'en 2027 pour les 20 ans de l'iPhone, on aura un iPhone pliable. Et un fold qui pourrait donc fermer, ressembler à un iPhone normal, et ouvert, un iPad mini. Ouais, non, un truc simple. Aussi... Et en form factor, tu serais plutôt sur une version flip ou une version qui se ferme? Moi je dirais plutôt fold. En book. Ah ouais, tu vois, vraiment en book.
Ah ouais, je pense que le flip a plus de potentiel. Moi, je voterais plutôt pour un flip. Pourquoi? Parce que s'ils font ça, ils risquent de tuer l'iPad. Donc, tu sais qu'ils aiment bien segmenter chez Apple. Ils veulent qu'on achète un iPhone, un iPad et un Mac. Un iPad mini aussi. Donc voilà. Bon. La bonne nouvelle, en tout cas, c'est que l'iPad évolue aussi lors de la WWDC, que on a enfin une nouvelle interface, entre guillemets, qui offre du multifenêtrage. On va pouvoir vraiment travailler sur son iPad. C'est moi personnellement une grande frustration. Mon iPad Pro, moi, il prend la poussière à la maison. Je l'utilise quasiment qu'en vacances parce que je n'arrive pas à me satisfaire de ne pas avoir ce multifenêtrage que je retrouve dans le Mac. Et pour moi, s'il y avait une annonce à retenir de ce WWDC, c'est le nouvel iPadOS 26. Qui se rapproche quand même de macOS, on est d'accord. Ouais, moi je rêve, tu sais, depuis des années d'un Mac tactile. Hein. Ce sera un iPad tactile qui se rapproche du Mac. On va y arriver sûrement, lentement certes, mais sûrement parce qu'effectivement il y a toutes les fonctionnalités qui commencent à y ressembler, ils commencent à rajouter, c'est vrai, et c'est vrai qu'on rêve finalement d'un MacBook qui serait tactile comme peuvent le faire beaucoup de PC maintenant, ce serait logique finalement qu'on y arrive. Enfin. Oui. Ça fait, moi je comprends pas, depuis que l'iPad Pro, ça fait combien d'années que l'iPad Pro existe? Depuis 6-7 ans ouais, même plus je crois maintenant. Alors qu'au début l'iPad n'est pas forcément autant de puissance qu'un Mac et on ne puisse pas offrir le multifenêtrage. Soit, mais avec l'arrivée de la puce Apple Silicon maintenant... même processeur, quasiment même OS. Bon. Si tu veux, on est assez critique d'avoir fait le Mac depuis quelques temps parce que en tant que vieux fanboy, on n'aime pas qu'Apple loupe les virages technologiques. Mais on est un peu aussi fatigué que la marque et on sent qu'elle a une roadmap depuis des années, que suit à la lettre Tim Cook et elle ne veut pas accélérer. Un petit coup d'incrémental, allez, on vous lâche. Là, il faut vraiment accélérer, Tim. Et l'iPadOS, ils ont lâché cette année. Ils auraient pu le faire il y a 2-3 ans, c'est clair. Mais est-ce que ça veut dire que lorsqu'il y aura la fusion iPadOS, macOS qui semble inévitable, souhaitable, on se retrouvera avec une gamme de produits en moins? On voit déjà qu'aujourd'hui, tu peux installer des applications iOS et iPadOS sur ton Mac. Voilà. Après, c'est une question de génération. Moi, je vois avec mes enfants, ils ont grandi avec les interfaces tactiles. Ils sont plus à l'aise avec les interfaces tactiles qu'avec un clavier, une souris ou un trackpad. Et ils sont à l'aise avec les interfaces, entre guillemets, les applications en plein écran. Tu ne leur fais pas travailler en multifenêtrage. Moi, pour la productivité, pour passer d'un logiciel de montage vidéo, faire un glisser-déposer, j'ai besoin, depuis que le Mac ou Windows existe, du multifenêtrage. Donc c'est aussi générationnel. Je pense qu'il y a la place pour les deux. Microsoft le fait très bien avec ses propres ordinateurs qui sont à la fois tablettes et produits hybrides. On sent qu'Apple ne veut pas aller vers ces produits hybrides. Donc ça va être intéressant de voir quelle va être leur solution et leur présentation. Mais on voit qu'il y a une fusion des interfaces, une fusion des réflexes, une fusion des usages, une fonction des fonctionnalités qu'on retrouve d'un OS à l'autre. Et à un moment donné, il faudra forcément fusionner quelque chose. Et j'ai bien peur que ce soit plutôt le Mac qui passe à la trappe, parce qu'aujourd'hui, c'est la plateforme la plus ancienne. Surtout si tu mets le Vision Pro dans le mix, forcément, si tu veux insister sur cette nouvelle génération de l'informatique, à un moment, il va falloir faire un sacrifice. Mais tu as raison d'en parler du Vision Pro, parce que finalement, la boucle est bouclée. Alors, mise à jour de l'OS Vision Pro qui a été annoncée au WWDC. Grosse mise à jour? Non. Voilà. Non, pas de grosse mise à jour. Ça sent pas bon quand même pour Vision Pro, non? Enfin, excusez-moi, mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Ils ont répondu aux principales attentes des utilisateurs et ils ne sont pas nombreux du Vision Pro aujourd'hui. Quel est l'usage du Vision Pro aujourd'hui? C'est le monde de l'entreprise, c'est le marché B2B, on en parlait tout à l'heure pour Vivatech, et pour les robots. Et quel est le premier usage? Et on en voit ici à Vivatech des Vision Pro, c'est pouvoir faire des démos. Faire des visites virtuelles. Là, il y a le stand de la SNCF qui permet de visiter le prochain TGV avec un Vision Pro. Quand tu passes d'un utilisateur A à un utilisateur B, il faut créer un profil à chaque fois. C'est juste impossible avec un Vision Pro. Si tu mets 5 à 10 minutes à chaque fois pour configurer ton Vision Pro, c'est mort. Donc on a besoin sur le Vision Pro, comme sur ton Mac ou ton PC, d'avoir du multi-utilisateur, un compte. Ça y est, ils l'ont fait. Depuis le premier jour, même depuis la version bêta, les développeurs le demandent. Et là, il y a des vrais usages qui vont se développer. Tu as quelques fonctions d'interface, tu auras la possibilité d'accrocher au mur d'une manière plus harmonieuse tes interfaces. Tu sais, là, quand tu passes d'une pièce à l'autre, tu peux déposer des écrans pour travailler dans ta chambre, dans ton bureau, dans ton salon. Quand tu éteignais ton Vision Pro, ces écrans disparaissaient. Là, ils restent. Et puis, ils sont plus aménageusement intégrés au mur. Voilà.
Non, moi ce que je retiens en 2 mots c'est une révolution. Non, ce que je retiens en 2 mots quand même. Ouais. Non, ce qui est important de noter sur le Vision Pro, c'est qu'il inspire Apple sur le reste de ses interfaces. Cette transparence, cette interface en glace, c'est la marque du Vision Pro qu'on a vu apparaître sur le Vision Pro. Le multi-fenêtrage, le mode de fonctionnement du multi-fenêtrage dans l'iPadOS, c'est la même chose que le Vision Pro. Donc on voit qu'il y a aussi une cohérence. Une cohérence. Maintenant, ce qu'on veut pour le Vision Pro, c'est une version qui soit un peu plus accessible en prix. Elle est sortie, elle a été annoncée il y a 2 ans jour pour jour à la WWDC il y a 2 ans. Elle est équipée d'une puce M2 Pro, qui n'est plus produite chez Apple depuis maintenant 1 an et demi. On aurait pu le mettre à jour. Voilà, encore une fois, il joue la montre et je ne comprends pas pourquoi. L'iPhone 17, donc tu disais l'iPhone 17R. Après le reste, bon, on ne s'attend pas à une révolution, on est d'accord. iPhone 17, iPhone 17 Pro, Pro Max. C'est un iPhone d'attente, quoi. C'est un iPhone qui est là pour remplir le catalogue. Mais vous ne trouvez pas que c'est un problème, ça, quand même? C'est le 17R qui va essayer de créer... Voilà. Ouais. L'année dernière, mais bon, le 17R, il ne s'adresse pas à tout le monde, parce qu'il ne sera pas aussi bien que le Pro, c'est clair. Il aura une autonomie qui sera sans doute moins bonne, parce que comme il sera plus fin, il y aura moins de batterie. Moi, je parie sur une bonne autonomie du 17R. On en reparlera à la rentrée si tu veux. Tu penses qu'ils ont trouvé quelque chose? Je pense qu'ils préparent quelque chose avec la batterie. On voit certains constructeurs chinois qui nous sortent des téléphones qui sont aujourd'hui plus fins que des iPhones et qui ont une meilleure autonomie. Il y a Realme qui a sorti un téléphone récemment qui a une puissance de 7000 mAh, avec qui est 2 fois moins épais que ma brique iPhone. Je pense qu'Apple, c'est sur le marché. Ils ont sensiblement les mêmes fournisseurs, donc à un moment ils vont réussir à se procurer ce genre de batterie. Et c'est une batterie qui est... Et de toute façon, ils en ont besoin pour les clients, dans tous les cas, de cette batterie-là. Quand vous voyez le le Galaxy S25 Edge, qui est, on va dire, le concurrent direct de cet iPhone 17R, lui n'a pas une bonne autonomie parce qu'il a une technologie lithium-ion dans la batterie qui fait que, comme la batterie est plus fine, il y a moins d'énergie, quoi. Alors, je ne vais pas faire mon troller et mon fanboy, mais on sent bien que... Un peu, mais si tu le fais pas, on se dirait il est malade. C'est pas naturel, il revient à galop. Non, on voit bien que Samsung a sorti ce produit en réaction. Ça fait 2 ans qu'il y a des rumeurs qu'Apple va sortir un iPhone Edge. Donc ils ont dit, on va le sortir avant Apple. Mais ils ont réussi leur coup, il est sorti avant. Ils ont réussi leur coup, sauf qu'Apple, il travaille vraiment depuis 2 ans. Pour qu'il y ait une valeur ajoutée, pas simplement la finesse. La valeur ajoutée, c'est quoi? Pour moi, c'est l'autonomie. C'est ce qu'a tué l'iPhone mini. Souvenez-vous qu'il n'y avait pas cette autonomie. Oui. Je pense qu'ils ne feront pas 2 fois la même erreur. Alors, bon, on verra bien s'il y a des nouveautés. On ne sait même pas ce qui peut arriver, en fait, en termes de nouveautés hardware sur ces nouveaux iPhone 17 et 17 Pro. Franchement, il y a des choses qui sortent du lot ou pas? Pour l'instant, à part des nouveautés en matière logicielle, en matière appareil photo comme chaque année, peut-être une meilleure batterie cette année, une meilleure dissipation thermique parce que c'est un problème récurrent sur les iPhone Pro Max notamment. Non, il n'y aurait pas de transformation. Il y aura toujours des modems Qualcomm ou est-ce qu'on passerait à un modem? Des modèles Qualcomm ou le modèle modem Apple? Tu as raison, c'est une piste. On a vu arriver avec l'iPhone 6. 16e. 6 c'était il y a quelques années. Qu'Apple investit effectivement le marché du modem. Il y aurait peut-être également donc, ce modem C1 qui est plus économe en énergie, qui n'a pas forcément des performances supérieures à celui de Qualcomm, mais qui serait aussi une piste pour la version R d'être. C'est pour ça qu'on gagnerait en autonomie aussi. Voilà. Il y aurait aussi une puce Wi-Fi propre à Apple. Oui. Voilà. Donc, petite innovation. Ouais, c'est vrai. Moi, j'espère juste, et c'est un vœu pieux, mais qu'ils auront maintenant cette année l'idée d'étendre en fait toutes les fonctionnalités et surtout tous les composants à toute la gamme. C'est-à-dire que le 17 Pro et le 17 Pro Max, ils auront tous les mêmes modules photo, tous les mêmes composants et qu'on arrive... là, ils ont fait l'année dernière sur le 16 Pro, ils ont descendu certains modules photo sur le 16. J'espère qu'ils vont avoir le bon goût de le faire aussi sur les 17. Ouais, le seul problème, c'est qu'il faut quand même avoir des différenciations majeures entre le 16 et le 17 Pro. Enfin, entre le 17 et le 17 Pro, parce qu'autrement... La force tu vois, le catalogue, c'est mieux, effectivement. Je ne sais pas si c'est une force d'ailleurs, mais parce que le catalogue est assez compliqué à comprendre chez Apple. Mais en tout cas, la marque de fabrique de Tim Cook, c'est d'avoir segmenté la gamme de manière très pointue pour justement différencier chaque modèle. Souvenez-vous que du temps de Steve Jobs, Steve Jobs avait une stratégie tout à fait différente. On sortait un produit chaque année et on tuait le produit l'année d'avant. Il y avait tellement d'innovation voilà. L'approche de Tim Cook, elle est beaucoup plus fine.
Il veut garder les produits de l'année d'avant plusieurs années encore. On trouve encore des iPhone 15. S'il n'y avait pas eu un peu d'intelligence, on trouvait encore des 14 et des 13. Pourquoi? Parce que ça permet d'enrichir la gamme, de vendre un peu moins cher et d'être présent sur des modèles de milieu de gamme où ils ne sont pas présents. Et pour avoir discuté avec des gens d'Apple qui n'y sont plus et qui ont le droit de parler aujourd'hui, Apple gagne énormément d'argent avec ça, plus qu'avec les derniers modèles, parce qu'ils margent vraiment. Alors que sur les nouveaux modèles, il y a l'innovation, la R&D, donc ils margent moins. En revanche, ça crée des nouveaux cerveaux utilisateurs pour dire mais quel modèle je dois choisir? Quel modèle je dois choisir? Est-ce que je prends un modèle 16 mais il n'y a que 2 capteurs, ou le Pro il y en a 3? Est-ce que je prends le R, il n'y en aura qu'un des capteurs voilà. Ouais. Est-ce que je prends 16? Est-ce que je prends voilà, la mémoire, l'autonomie? Et c'est quand même assez stressant, hein, ces sujets-là. Enfin, je veux dire, pour le consommateur, c'est compliqué. Ce qui était embêtant, moi, ce que je critiquais chez Apple, c'est plus d'ailleurs sur le Mac, c'est qu'ils avaient tendance à sous-équiper en mémoire et en capacité de stockage leur machine systématiquement pour pousser, parce qu'effectivement ça ne suffisait pas pour pousser et prendre le modèle intermédiaire et rajouter 150 ou 200 euros. La vertu au moins d'Apple Intelligence, c'est qu'elle ne permet plus de faire ça, parce qu'il faut de la mémoire, il faut du stockage, et qu'ils arrêtent de faire ce genre d'affêtillage. Donc c'est minimum 128 maintenant. Hein. Ouais. C'est ça. Hein. Même 256 sur les Mac aujourd'hui. 256 sur les Mac. Ouais. Alors qu'il y avait encore du 128 qui a complètement disparu du monde PC, quoi. Ça vaut plus rien, SSD à 128 Go. C'est quand même fou. Voilà. Donc voilà, il y a deux choses qui me semblent importantes chez Apple, c'est qu'Apple accélère, sort de ce régime incrémental qui a été instauré par Tim Cook depuis des années, et peut-être qu'il y ait une prise de conscience que le culte du secret qui a fait la renommée d'Apple du temps de Steve n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Parce que de toute façon, il ne sert à rien de ce culte du secret. Regarde, on en parle aujourd'hui, on sait tout des sorties. Donc ça devient ridicule. Au mois d'août, on a quasiment une photo de l'iPhone. Donc c'est effectivement avec les fabricants chinois et les sous-traitants asiatiques, en gros, on sait exactement à quoi il va ressembler et quelles vont être les fonctionnalités. On le sait quasiment aussi avec iOS. Donc il n'y a plus vraiment de voile du secret. Parce qu'il faut savoir que les iPhone 17 sont fabriqués maintenant, en fait. Ça y est. En tout cas, ils huilent les chaînes de prod maintenant. Voilà. Et durant l'été, ils vont en fabriquer des dizaines. En juillet, début août. Des dizaines et des dizaines de millions pour que, quand il sortira fin septembre, début octobre, ils inondent le monde. Tu penses bien, quand tu vends près de 50 millions d'iPhone par trimestre, tu ne peux pas attendre le jour J pour appuyer sur le bouton. C'est clair. Oui, ils sont donc forcément, il y a des fuites. Fin août, quoi. Il y a forcément des fuites. Hein. Il y a forcément quelqu'un mais tu vois, même à l'époque d'Apple Intelligence ou de l'intelligence artificielle, où tu vois que tu as une mise à jour de Gemini ou d'OpenAI ou de ChatGPT chaque matin ou presque, de la communication tout azimut, où il y a une course avec, on voit Mistral un coup, Perplexity qui reprend le leader. On ne peut pas attendre la WWDC chaque année pour parler d'Apple Intelligence. Non, c'est pas possible. Ouais, donc offrez la perspective, ouvrez les labos, montrez ce que vous êtes en train de faire, ça va rassurer tout le monde et ça permettra peut-être à l'action d'Apple de remonter un petit peu, parce que là, elle a pas les investisseurs, ils n'ont pas trop aimé. Hein. Pour l'instant, c'est une forme de rente, effectivement, mais je pense qu'ils vont devoir multiplier les petites et les grandes mises à jour et surtout les mettre en scène, parce que le problème, c'est qu'effectivement, ils sont face à des gens de la communication qui ont bien compris qu'il y avait un vide et qu'il y avait une opportunité à prendre en faisant des mises à jour à chaque fois de ChatGPT. OpenAI, ils ont très très vite appris. Ils ont commencé à faire des vidéos sur Twitter, des lives, des démonstrations. Ça marche très bien, tout le monde le retient, tout le monde est au courant. Il y a pour ça maintenant. Eh oui. Mais bon. Non, mais moi, pour moi, la révolution, ce serait ça, que Apple change son mode de communication. Ouais. Écoute. Pour l'instant, Tim Cook est toujours aux commandes. Non, mais c'est pas changer Tim Cook, je dis pas ça. Non, mais est-ce que c'est pas lui qui insuffle ça aussi, tu vois? Moi, je pense que Tim sera là tant que Donald sera là. Hein. Donc, il garde les clés, il garde la maison, parce que il y a quelques turbulences. Oui, bien sûr. Mais on n'a pas évoqué ces turbulences géopolitiques, de douane, etc., qui enquiquinent Apple. Il faut savoir que à la rentrée aux États-Unis, l'iPhone coûtera sans doute plus cher, parce que les droits de douane font que l'iPhone coûtera plus cher. Voilà. Oui, malheureusement. Ouais. Alors peut-être aux États-Unis, est-ce que ça sera en France aussi? On ne sait pas. En théorie, peut-être qu'ils vont essayer d'augmenter un peu leur marge en France pour compenser. Exactement, pour compenser. Effectivement. Il y a une tradition chez Apple. Hein. C'est les marchés, c'est de tout temps. On appelle ça dans l'équipe de Refait le Mac, la taxe Apple, c'est les territoires étrangers qui financent bien sûr. Les achats aux États-Unis, où les produits sont toujours plus agressifs qu'en Europe. Il faut savoir que Apple représente aux États-Unis 80% de part de marché du smartphone. Android, c'est un petit joueur là-bas. Oui. C'est dingue. À partir du moment où tu interdis au Huawei, déjà,
Ça enlève du monde. Hein. Un peu de Pixel, un peu de Samsung, et puis on s'arrête là. Et puis c'est tout. Tiens, petite mise à jour avant de terminer notre partie Apple. Les AirPods, je ne sais pas si vous avez vu, il y a une mise à jour AirPods Studio. Je suis assez dubitatif, je ne sais pas si vous l'avez déjà testé parce que je ne sais même pas si on peut déjà la télécharger. Ouais, tu peux installer les bêtas, oui. Tu peux installer les bêtas. L'idée, c'est de transformer, alors c'est ce que dit Apple, les micros des AirPods pour restituer un son studio. C'est ça, comme le micro qu'on a là. Alors ça, on verra. Ça peut nous intéresser, nous qui faisons... Oui, on sait déjà qu'il y a des outils. Des émissions, des podcasts. Adobe le fait très bien pour de manière a posteriori quand tu as enregistré ton podcast pour améliorer ça, notamment dans des environnements comme ici, très brillants pour enlever les bruits de fond. Mais non, moi ce que j'ai trouvé intéressant que ça devient vraiment une plateforme, ces AirPods, pour notamment quand tu es un créateur de contenu, pour démarrer une vidéo. Tu fais une vidéo, une interview, tu cliques sur ton AirPod, ça lance un enregistrement. Plein de petites choses comme ça, mais on l'avait déjà vu que déjà l'année dernière, il y avait des fonctions pour l'audition qui arrivaient, mais oui, ils essaient quand même de fournir des avancées, des nouveautés en matière de fonctionnalité, parce qu'il faut quand même de la nouveauté, et c'est heureux. Moi, la fonction que j'ai vraiment aimée cette année, on n'en a pas parlé pour iOS, c'est une fonction qui existe déjà dans Android et qui manquait dans le monde Apple, c'est la gestion des appels spam. C'est-à-dire qu'enfin, lorsque on va avoir un appel d'un centre d'appel qui va te demander si tu veux adhérer à la prime Rénov', mais là ça va être plus compliqué dans les mois qui viennent, tu vas avoir un robot qui ne sera pas Siri, et c'est tant mieux, qui va répondre à ta place et qui va filtrer les appels. Il va dire mais vous appelez pourquoi, vous voulez parler à François Sorel, attendez je vais vous le passer. Là, un peu comme un assistant quoi. Ouais, et tu auras la retranscription texte, ça serait top, et généralement ça fera fuir la campagne. En fait, peut-être un robot qui va dialoguer avec un autre robot, parce que généralement c'est des robocalls qui vous appellent. Les 01, 42 et compagnie, on les embrasse. Ça va être savoureux, ça tient deux robots qui s'échangent la discussion des robots, effectivement. Ça va être très drôle. Il y a déjà la fonctionnalité appel silencieux qui marche pas mal pour les utilisateurs d'iOS. Et là, ça va rajouter une couche de filtre, et j'avoue que j'ai hâte de l'expérimenter. Tout ça, donc les mises à jour, on vous rappelle le calendrier. Première bêta qui sont disponibles depuis le premier jour. Il faut s'inscrire, il faut être Apple développeur, etc., etc. Et au mois de juillet, les bêtas deviennent publiques. Donc là, il suffit de s'inscrire, mais sans mettre la main à la poche. Voilà. Et on peut installer sans trop craindre un revers de médaille. Oui, parce qu'en général, elles sont assez stables, les bêtas publiques. Voilà. Et puis, la version officielle sortira en même temps que l'iPhone. Début septembre. Voilà, mi-septembre. Et on aura l'occasion d'en reparler bien sûr, puisque aussi bien dans On refait le Mac que dans Tech & Co, on vous fera vivre cette keynote en espérant qu'elle ne soit pas trop monotone et qu'elle nous raconte quand même 2-3 trucs. Fais-nous rêver, Steve, fais-nous rêver. Ouais, Steve t'as dit. Steve, bah, tu vois, c'est freudien, Tim. Et voilà, c'est Tim maintenant. Damien, on a tout fini? On est bon? Je pense qu'on est pas mal, on peut retourner sur le salon et profiter de la belle ambiance. Et ben voilà, la belle ambiance. C'est vrai qu'il y a il y a de quoi rêver quand même. Ouais, et puis il y a un monde fou ici. Vous le voyez si vous êtes avec mon vidéo depuis tout à l'heure. Il y a beaucoup de monde qui circule dans les allées de ce salon de Vivatech. Vous restez avec nous. Merci beaucoup Olivier. Merci François. Enfin Olivier et Damien qu'on va retrouver pour le petit module bonus. Vous voulez que je vous raconte un petit peu l'entrevue Johnson Huang, comment ça se passe? Avec grand plaisir. En off. Oui. Allez, je vous raconte ça dans le petit module bonus. Et dans un instant, je reçois la directrice générale d'Essilor, Luxottica, qui viendra nous parler de ces lunettes nuances audio qui sont ici à Vivatech. Un vrai succès, ces lunettes. Et Essilor Luxottica qui présente d'autres choses. On en parle dans un instant dans De quoi je me mêle, deuxième partie. Merci de nous suivre, toujours à Vivatech. À tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.